bien, bonjour à vous toutes et à vous tous et merci beaucoup d'être avec nous en cet après-midi pour certains, en ce début de journée pour d'autres. C'est pour moi un honneur d'avoir la chance de me joindre à un panel d'experts aussi expérimentés et aussi passionnés. Donc, je pense que la prochaine heure devrait être quelque chose qui est des plus intéressants, soit-on là. Donc, je me présente vite fait. Mon nom est Marc Passé. Je suis un professeur de jury comptabilité à l'Université d'Ottawa au Canada et j'ai aussi la chance d'enseigner à l'Université Harvard au niveau de la gouvernance corporative. Ceci étant dit, assez parlé de moi. Tout de suite, je vais commencer par faire une petite introduction des différents panélistes que nous avons avec nous aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec Madame Salma Loulidi, qui est ingénieur de la qualité des fournisseurs mondiaux chez Stryker. Je vais faire juste une brève introduction et par la suite, chacun des panélistes va pouvoir vous parler davantage d'eux. La deuxième personne, c'est M. Abdelmalek Neish, qui est responsable de la conformité, de la sécurité informatique et du renseignement sur les menaces chez IQ, trait d'union EQ, qui nous vient du Luxembourg, alors que Mme Loulidi nous venait de la France. Par la suite, nous allons avoir M. Béchir Sebé, qui est le fondateur et le PDG de ACG Cyber Security, qui est en France. Et finalement, nous allons avoir M. François Lorec, qui lui aussi est fondateur de Track Solutions et aussi PDG chez Consulting. Donc, il est aussi le vice-organisateur du ISO GTC1 SC27 du Working Group numéro 4. Donc, premièrement, merci à vous tous et toutes d'être ici avec nous aujourd'hui. Tantôt, comme je vous mentionnais, je vais vous laisser la parole lorsque vous avez commencé votre première question pour vous introduire un petit peu plus. J'ai peut-être mal prononcé votre nom, j'ai peut-être oublié de dire certaines choses, donc je m'en excuse. Pour les gens qui sont avec nous présentement, j'aimerais juste peut-être faire, avant qu'on passe à la période des questions, faire un petit rappel des différents types d'audits qui existent. Je sais qu'on a un petit peu de bruit en écho. Je ne sais pas si chacun pourrait se mettre en sourdine si possible. Donc, OK. Il y a trois types d'audits. Le premier, à titre de rappel, c'est ce qu'on appelle le First Party Audit, qui fait en sorte que l'organisme audite ses propres processus. Le deuxième, qu'on appelle le Second Party Audit, qui fait en sorte que le client audite les fournisseurs pour prendre des décisions d'achat et l'organisme audite aussi ses fournisseurs externes pour s'assurer qu'ils remplissent leurs obligations contractuelles. Et le troisième type d'audit, qui est ce qu'on appelle un Third Party Audit, qui, lui, c'est l'entreprise est auditée par un organisme indépendant afin de garantir la conformité aux critères spécifiés. Ceci étant dit, la majorité d'entre vous a déjà une bonne connaissance, j'ose croire, de cela. Donc, on va continuer tout de suite avec une question et faites-vous-en pas, par la suite, les 15 dernières minutes, ça va être ouvert au public, donc vous allez pouvoir nous poser toutes les questions que vous considérez utiles. Donc, premièrement, la première question, quelles sont, selon vos expériences en audit, les différents backgrounds qui seraient nécessaires pour pouvoir opérer efficacement dans le domaine de l'audit et aussi, peut-être, parlez-nous un petit peu de vos tâches quotidiennes. Donc, je vais commencer avec Salma et par la suite, on va continuer. Bonjour tout le monde, merci Marc. Alors, pour répondre à votre question, ça fait 3 ans, je travaillais chez Sterimax en tant que manager qualité. C'est une entreprise d'emballage médical pour la stérilisation. Alors, à l'époque, j'étais auditée pour la conformité aux normes ISO 9001 et ISO 13485. Par la suite, lorsque je suis devenue lead auditeur sur ces deux normes, j'ai commencé à faire des prestations d'audit pour les fabricants des dispositifs médicaux pour les accompagner dans le process de certification ISO. Aujourd'hui, comme vous l'avez présenté, je travaille chez Stryker. C'est un leader mondial pour la fabrication et la distribution des dispositifs médicaux. Mon travail en tant qu'auditrice qualité fournisseur consiste à réaliser principalement des audits fournisseurs. Je fais presque 3 audits par mois
pour les fournisseurs de Stryker qui sont un peu partout dans le monde. Et les critères d'audit reposent généralement sur la norme ISO 13485, qui est la norme pour la fabrication des dispositifs médicaux, et le 21 CFR 820, qui est le système management qualité pour la distribution et fabrication des dispositifs médicaux aux États-Unis. Alors, selon le domaine d'activité de chaque fournisseur, d'autres exigences, selon les normes applicables, peuvent être ajoutées. Je vous donne un exemple. Si par exemple, je vais faire un audit pour un fournisseur de stérilisation, la norme pour la stérilisation va s'ajouter aux critères d'audit. C'est un fournisseur qui va faire des opérations dans un environnement protégé, dans une salle blanche. Les exigences alors de la norme ISO pour les salles blanches va être ajoutée. Pareil, si on a des special processes, des processus spéciaux, comme par exemple soudage, l'injection molding, c'est un laboratoire de test ou de calibration, des bureaux d'études cliniques. Alors, chaque fournisseur, selon son process, il a des spéciales exigences selon les normes. Et donc, on va avoir des checklists différentes selon le fournisseur audité. L'objectif, bien sûr, est de chercher la conformité de ces fournisseurs par rapport aux exigences légales et réglementaires et aux exigences de Stryker. Dans les audits, des preuves sont demandées aux fournisseurs pour chaque exigence et ces preuves-là, ils seront documentées dans nos checklists d'audit. Dans mon poste chez Stryker, je suis également chargée de faire le suivi avec le fournisseur sur les non-conformités issues de l'audit et de m'assurer que des actions correctives et préventives ont été prises et ont été mises en place pour éliminer la non-conformité. Voilà, donc c'est un travail d'audit et suivi de fournisseurs. Merci beaucoup, ça a l'air vraiment passionnant. Merci de nous partager. Je vais passer avec François. Le background, tu parlais de background pour faire de l'audit. Je ne suis pas certain qu'il y ait forcément un background pédagogique ou des formations spécifiques. Je pense que ce qui est important, c'est en fait de considérer l'audit comme certes un outil de contrôle, mais surtout un outil de progrès. Donc que ce soit de l'audit interne ou de l'audit tierce partie, le contexte et les enjeux vont changer. Mais globalement, ce qui est important, c'est d'avoir de la méthode, de la rigueur, de savoir effectivement faire face à la responsabilité du contexte auquel on fait face dans les enjeux et s'efforcer d'être rigoureux par rapport à ça, mais surtout toujours d'être dans une posture d'amélioration. Évidemment, dans les audits, il faut avoir aussi beaucoup de communication, beaucoup de capacité, on va dire, à effectivement fluidifier les échanges et recueillir les bonnes informations. Les tâches quotidiennes, on va dire, pour moi, c'est un bon audit est un audit bien préparé. Donc, j'ai envie de dire que dans les tâches quotidiennes, c'est toujours de la planification, de la coordination, de la préparation. Et la réalisation ensuite des audits se fait presque conformément à ce qui a été préparé, modulo tous les impondérables qu'on peut effectivement rencontrer et qui forgent l'expérience des auditeurs. Merci beaucoup, François. Béchir, à toi. Ah, Béchir, je pense que tu es en sourdine. Oui, effectivement. Donc merci Marc, merci Salma, merci François aussi pour ces précisions. Donc, je rejoins donc Salma et François, donc l'auditeur. Donc, il doit tout d'abord respecter donc les principes de l'audit qui sont définis dans la norme ISO 9001 et notamment donc avoir donc les aptitudes et les compétences et respecter aussi le comportement des auditeurs. Bon, de ma part, ça fait des années, donc depuis 2010, donc je réalise des audits, notamment sur la partie 27001 et la norme 22301. Et récemment, depuis la sortie de la norme aussi ISO 27701, donc j'ai réalisé des audits sur cette norme. Parmi les, on va dire donc les demandes aujourd'hui, comme vous savez, donc on peut être mené à faire des audits internes ou bien notamment des audits tierce partie.
De la part de l'audit interne, donc il faut de la rigueur, comme il a dit donc, François. Il faut respecter aussi le plan d'audit pour pouvoir aussi réaliser donc, dans les bonnes conditions et notamment donc, avoir une communication avec l'ensemble des audités. Donc, de ma part, comme je vous ai dit, ça fait plusieurs années que je réalise des audits. Auparavant, j'étais aussi un responsable d'audit interne au sein d'une grande banque. Voilà. Et du coup, donc, c'est très important de mettre l'accent sur le respect des principes d'audit. Et on doit accepter une mission d'audit si vraiment on a les compétences pour pouvoir réaliser cette mission. Chacun a son expérience, que ce soit donc sur les normes ISO 9001 ou bien 22301. Pour moi, toujours, il faut être sûr de maîtriser la norme et surtout aussi le domaine dans lequel on va auditer, parce qu'il y a plusieurs, comme l'a dit Salma, donc il y a plusieurs clients avec plusieurs contextes. Si on ne maîtrise pas ce périmètre, donc il faut se renseigner, il faut se documenter pour maîtriser donc on va dire donc le domaine pour auditer ce client et accepter donc la mission. Voilà. Merci Marc. Merci beaucoup Béchir. Et maintenant, on va terminer avec Abdel Malek. À toi la parole. Merci beaucoup Marc. Donc en fait, je vais commencer par le commencement, donc me présenter. Donc c'est Abdel Malek Negir. En fait, je suis fondateur de Advice. Je suis IT Security Compliance Officer et Threat Insight Officer chez IQQ au niveau du groupe. Et je suis formateur PECB. Donc voilà, ce qui est mon background. Donc j'ai un background technique informatique. On a outsourcé en fait l'IT d'un opérateur, en fait d'un fabricant d'avions canadien. Je ne citerai pas le nom. J'avais des missions d'implémentation d'audit en Afrique, en Maroc principalement, au Cameroun, Mauritanie. J'avais des missions en France et maintenant au Luxembourg. Donc ça, c'est mon background et en fait mes tâches quotidiennes actuellement, qu'est-ce que je fais? Donc en partie, je fais l'audit de la ISO 27001 au sein de IQEQ. Donc voilà. Pour les backgrounds que je dirais requis pour l'audit, donc je rejoins François, Béchir et Samuel bien sûr. Et je rajouterais en fait que pour des normes qui sont un peu compliquées comme la ISO 27001, donc il faut quand même un peu de connaissance du secteur d'activité, mais aussi beaucoup de compétences polyvalentes au niveau par exemple de l'informatique. Donc il ne suffit pas de connaître par cœur la trame d'audit, mais aussi des compétences, je dirais, transversales en matière par exemple d'RH, de procurement, de développement informatique, administration système, etc., etc. Donc voilà ce qui est nécessaire pour un auditeur. En plus, bien sûr, de la communication, coordination, préparation et tout. Voilà. Merci beaucoup. Vous savez, quand on m'a demandé d'être modérateur, je ne me sentais pas intimidé, mais là, après ce que je vois, la qualité de nos intervenants, j'ai beau avoir un mur rempli de diplômes, je me sens intimidé. Donc, on va tout de suite passer à une deuxième question. En passant, félicitations à vous tous. Vous avez un parcours professionnel qui est vraiment admirable, donc félicitations. Ma deuxième question, vous savez, l'audit à distance, ça a fait son apparition il y a surtout avec la pandémie, je vous dirais. Qu'est-ce que vous voyez comme avantage? On ne parlera pas des inconvénients, on va essayer de se concentrer sur les avantages. Et si vous manquez d'avantages, là, vous pourrez à ce moment-là me parler un petit peu peut-être d'inconvénients. Là, ce que je vais faire le tour inverse. Donc, je vais commencer par Abdel Malek. OK, merci beaucoup. Donc, oui, dépendant du type d'audit, est-ce qu'on parle d'un audit interne, d'un audit d'opinion, par exemple? Est-ce qu'un audit des autorités, par exemple? Un audit d'un client, un fournisseur, suite au droit d'audit? Donc, ça dépend. Et en fait, l'apparition d'audit, c'était principalement pour l'optimisation des coûts, surtout, par exemple, pour des missions de certification, là où il y avait des groupes avec un groupe multisite, on va dire, avec des sites distants, d'où viennent l'idée de faire des audits distants, donc ou bien hybrides. Donc, on commençait par exemple à visiter les sites qui sont proches et peut-être déployer en fait les recommandations, je vais l'appeler comme ça. Donc voilà, donc c'est principalement ça. Aussi pour par exemple les missions là, on ne nécessite pas trop je ne vais pas dire précision, mais bon, donc on ne repose pas trop sur la partie physique. Par exemple, pour prendre une décision d'achat, donc on peut se contenter de faire un audit distant des processus internes du prochain fournisseur, on va dire. Donc voilà. Par contre, pour un audit d'un fournisseur, encore une fois,
pour s'assurer que les clauses sont bien exécutées, pour s'assurer que les points de contrôle de sécurité sont bien mis en place. Pardon. Donc là, il faut vraiment aller sur site et auditer. Parfait. Donc, Béchir, est-ce que tu voudrais rajouter? Ok, merci Marc, merci aussi à Abdelmalik pour ces précisions. Donc, je rejoins aussi l'idée de Abdelmalik. Je parle de ma part, bien sûr, l'audit à distance, on a commencé même avant la crise sanitaire, avant le Covid-19. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de clients qui ont plusieurs sites distants. C'est une opportunité pour pouvoir aussi réduire les coûts des déplacements, donc pouvoir couvrir le maximum de sites et notamment aussi réaliser donc, des audits avec le moindre coût, sans pouvoir aussi se déplacer physiquement sur site. Ça, c'est par rapport, je parle de l'audit interne, parce que c'était donc la plupart des audits que j'ai réalisés, c'était dans le cadre de l'audit interne. Aussi, c'est permettre aussi un accès plus large et de partage de compétences. Pourquoi? Parce que parfois, on est amené à avoir, on ne peut pas couvrir, on ne peut pas avoir toutes les compétences, bien évidemment. Parfois, on est amené à appeler des experts techniques pour nous accompagner dans les missions de l'audit. Donc, ça peut faciliter aussi énormément la tâche. Donc, c'est en mode agile, en mode, comme je vous ai dit, c'est d'avoir aussi le maximum de compétences parce que sans avoir des frais de déplacement des experts dans des sites, donc on peut les inviter à distance et réaliser des audits à distance. De ma part aussi, on a subi récemment donc l'audit donc ACG Cybersécurité certifié officiellement donc ISO 27001. Donc on a subi pendant la crise sanitaire donc l'audit, c'était l'audit tierce partie donc à distance. C'était une très belle expérience parce que pour pouvoir donc gérer donc on va dire donc les risques derrière, donc c'était une opportunité pour réaliser aussi donc les audits tierce partie à distance. On peut citer plusieurs avantages, mais aussi il y a des inconvénients qu'on va les laisser par la suite, Marc. Donc, je cède la parole à mes collègues pour aussi enrichir la discussion. Merci. Merci beaucoup, Béchir. C'était très bien. François, est-ce que tu voudrais rajouter un petit peu? Alors, en complément, effectivement, ça permet plus de souplesse hein, parce que quand on a de la logistique à faire pour un audit, généralement, on planifie par bloc, hein, de façon continue. Donc, premièrement, ça peut permettre effectivement d'avoir plus de souplesse. Alors, tout dépend effectivement des audits, on va dire plutôt sur la partie conseil. Nous, comme Béchir, Trax faisait aussi préalablement, avant le Covid, avait déjà recours partiellement ou totalement à des actions d'audit à distance. Ça peut permettre d'être plus flexible par rapport aux disponibilités. Ça peut permettre aussi d'éviter des choix assez cornéliens dans l'échantillonnage en ne voyant absolument pas certains sites, certaines localisations d'activités. Après, la préoccupation, c'est comment concentrer dans le temps de l'audit pour voir les choses. Un élément aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, le fait d'avoir les audits à distance, ça a aussi permis de pouvoir avoir plus d'observateurs, de pouvoir avoir des gens qui observent, qui se forment, qui regardent comment se font les audits, parce que c'est aussi une des façons dont on apprend quand on est jeune auditeur. Alors moi, c'est pas comme ça que j'ai appris au commencement, j'étais un peu tout seul, mais je trouve que c'est très intéressant de partager ou de faire partager. Alors encore faut-il que ça s'y prête, que le client, et qu'en cas d'audit tierce partie, l'organisme de certification soit d'accord. Et ça permet aussi de faciliter ou d'augmenter la fréquence de supervision ou de contrôle, parce que les auditeurs sont aussi supervisés, contrôlés, et donc ça limite effectivement les coûts de ces dispositifs. Donc ça permet aussi d'apporter un peu plus de transparence, de flexibilité, de contrôle et aussi d'amélioration, puisque l'objectif de ces contrôles, comme les audits que nous réalisons, sont aussi de pouvoir identifier des axes d'amélioration et de pouvoir mener les actions qui correspondent à ça. Et je cède la parole à Salma pour apporter ses derniers inputs. Merci Marc. Alors contrairement à nos chers intervenants, pour moi l'audit à distance est nouveau. Il est né pratiquement avec le Covid. Avant, je ne m'apercevais pas en train de réaliser un audit à distance.
parce que c'est principalement des audits pour des processus de fabrication purement industriels et très complexes. Mais nous avons appris à le faire et nos fournisseurs aussi. Le principal avantage pour moi, c'est moins de stress et moins de fatigue. Pour les audits sur site, il y a des approbations à avoir pour des voyages, il faut prévoir un vol, un hôtel, le train bien à l'avance. Il y a toujours un risque de rater un train ou un vol, sans parler de la fatigue physique. Parfois, il m'a fallu prendre un vol à 5 heures du matin pour arriver chez un fournisseur à 9 heures. Et poursuivre avec l'audit, ce n'est pas vraiment le total confort. Donc, automatiquement, le temps que fallait allouer pour toutes ces réservations et ces circuits d'approbation a été consacré pour la préparation d'audit, la communication avec les parties prenantes internes pour couvrir leurs attentes d'audit, aussi focus sur les exigences de la checklist d'audit. Donc, il dit optimisation du temps, il y a aussi une meilleure planification d'audit et aussi une meilleure visibilité sur mes prochains audits. Cette flexibilité aussi nous permet d'inviter des SMI, ce sont les experts techniques. Donc, pour un special process, il ne fallait pas attendre à ce qu'un expert technique se déplace d'un autre pays ou d'une autre région pour réaliser 1 ou 2 heures d'audit. Donc, une simple intervention en remote suffisait. Donc, c'est aussi un coût de moins pour l'entreprise. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, les frais de déplacement pour un simple audit, pour moi, peut varier entre 1 500 et 2 000 euros. Compte tenu que je fais 3 audits par mois, c'est 6 000 euros par auditeur. On est à peu près 200 auditeurs, donc ce n'est pas un coût négligeable pour l'entreprise. Et aussi, qui dit moins de déplacement, c'est aussi moins de pollution et aussi en protection pour l'environnement. Sinon, du côté technique des choses, l'audit à distance, je pense qu'il a permis une veille technologique chez nous en interne, mais aussi chez nos fournisseurs. Au début, il y avait des difficultés pour l'utilisation des plateformes virtuelles. À chaque fois, on se trouvait avec des problèmes techniques, on perdait le temps à cause de ça. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus habitués et les problèmes techniques ne sont plus un souci. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Ma prochaine question, ça allait vers quels sont les inconvénients. Mais je sais que certains d'entre vous, vous avez je pense que Salma, tu viens justement de mentionner un peu peut-être certains inconvénients. Est-ce que François Béchir ou Abdelmalek aimeriez peut-être rajouter certains inconvénients que vous avez vus qui pourraient limiter peut-être un peu la qualité de votre travail? Je vous laisse, si vous voulez rajouter, sinon je vais passer à la prochaine question, mais peut-être que vous aimeriez élaborer un petit peu plus sur les inconvénients. Un des inconvénients, c'est qu'on dépend d'outils techniques. Donc, je veux dire, soit on est dans un endroit où on maîtrise la connexion, mais on va dépendre de toute façon de la capacité à se connecter. Donc, une coupure électrique, une coupure du réseau, et si on n'a pas de backup, ben, c'est la fin de l'audit. Donc, c'est une des règles que j'ai depuis toujours. Je veux dire, pas d'auditeur, pas d'audit. Donc, si on arrive en retard, si on a raté son train, si on n'a pas pris de la marge, etc., l'audit ne se fera pas. Bon, bah, en fait, quand on a recours à l'audit à distance, on dépend des moyens technologiques, donc ça peut arriver. Alors, ça peut être carrément coupé ou de toute façon dégradé. Donc, effectivement, on peut se retrouver avec des situations où on n'a pas forcément l'ensemble des éléments, la communication qui est fluide, la compréhension et qui pollue. Sinon, comme inconvénient, je veux dire, alors, quand on expérimentait, alors Béchir insistait ou Abdelmalek aussi sur la partie 27001, qui est une norme assez particulière sur laquelle il y a des façons ou en tout cas des techniques qui permettent à distance de voir des choses. Mais on perd aussi un peu la notion du non-verbal, donc l'observation plus large qu'on peut avoir quand on est sur site. Bon, bah là, il faut la recréer soit par une préparation de certaines séquences sur lesquelles on va demander des choses, mais on a des interlocuteurs en face qui sont, bah, comme nous ici, fixes devant leur caméra.
Ça peut donner un peu moins d'informations, laisser un peu moins de fluidité à l'audit, mais on va dire que ça n'empêche pas de le faire. C'est une autre façon de l'appréhender et de s'adapter pour tirer les avantages et les inconvénients. Merci beaucoup, François, cette précision. Abdel? OK. Alors, donc, en fait, pour un audit interne fait par un auditeur interne, je ne pense pas qu'il y a des inconvénients parce qu'en fait, il connaît déjà le périmètre. Donc, en fait, là, je me focalise surtout sur la partie sécurité physique et environnementale. C'est surtout ça ce qu'on veut vérifier sur place. Pour le reste, je pense que c'est consultable à travers l'intranet, s'il y a une intranet ou bien la documentation. Voilà, même pour les collaborateurs à auditer, donc ils sont plus ou moins joignables via des plateformes comme Teams par exemple. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour des audits type audit de fournisseurs par exemple, surtout quand il s'agit du data center, etc., donc il est préférable d'aller sur site. Et si on ne va pas vraiment sur site, donc là, il y a un souci. Il se peut que en fait, le fournisseur ne nous donne pas une visibilité claire sur ce qui se passe. Il peut nous montrer ce qu'il veut. Il peut nous montrer pas carrément un autre data center par exemple. Pareil pour les audits des autorités, par exemple. Donc là, quand il s'agit des banques, etc., et quand on veut s'assurer que les mesures de sécurité imposées par l'État, par les règlements, par les lois applicables en vigueur, donc là, en fait, il faut vraiment aller sur site. Sinon, on risque de passer à côté de beaucoup de non-conformités. Donc, pour moi, c'est ça les inconvénients de l'audit à distance. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Je serais peut-être une autre. Excuse-moi, Béchir, je t'ai oublié, excuse-moi, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je rejoins effectivement mes collègues par rapport aux inconvénients. C'est tout à fait normal. Donc, lorsqu'on a donc un changement par rapport d'audit à distance, il y aura forcément des avantages, mais des inconvénients. Donc, je parle de mon expérience. On ne va pas trouver pratiquement tous les clients qui ont une bonne connexion, bien qui sont ouverts. Donc, ils ont eu donc la transformation, on va dire, digitale. Il y a des clients, comme l'a dit Salma tout à l'heure, dans l'industrie, pas forcément, donc ils ont cette notion, ne sont pas ouverts et ils n'ont pas cette culture d'audit à distance. Parmi aussi les inconvénients que je peux citer, par exemple, c'est comment examiner la documentation technique, c'est-à-dire donc qui n'est pas malheureusement digitalisée ou qui n'est pas numérisée. Donc, parfois, on est amené à faire la revue documentaire, parce que l'audit, la première étape, c'est la revue documentaire. Donc, on est appelé à vérifier la documentation. Plusieurs clients, malheureusement, donc, ils ne souhaitent pas partager l'information. Question de confidentialité ou de criticité de l'information, ils souhaitent que l'information soit consultable sur site. Donc, ça peut aussi avoir un inconvénient. Ça peut même retarder donc les travaux donc, de l'audit. Donc, je peux aussi rajouter sur la partie audit sur site, par exemple, tout à l'heure, Abdelmadil, donc il a cité l'aspect physique-environnemental, dans la norme ISO 27001 ou bien 27701, 22301, on a besoin d'aller vérifier donc, les locaux, tout ce qui est installation, donc les équipements, faire des tests pour vérifier. Donc, tout ça, c'est important quand même d'être sur place et de le valider, de le vérifier, parce qu'on cherche aussi, on cherche l'efficacité des mesures qui sont implémentées, et ça, on ne va pas le vérifier à distance. Donc, on a besoin aussi d'aller sur place et le vérifier et s'assurer de l'efficacité des mesures sécurité implémentées. Je peux aussi rajouter sur les outils de connexion, comme l'a dit François, c'est un peu nouveau, donc parfois il y a des problèmes de connexion, des interruptions, ça peut retarder le plan d'audit, parce que lorsqu'on fait un plan d'audit, c'est vraiment bien fixé en termes de timing, donc chaque équipe elle a son créneau, donc ça peut impacter un petit peu le bon déroulement de la mission de l'audit, et ça peut aussi retarder sur d'autres créneaux, notamment sur la partie sécurité de transfert des données. Quand je vous ai dit, donc, pour récolter les preuves et pour avoir aussi donc, la documentation, pour faire la revue documentaire, donc il faut s'assurer que les informations seront bien sécurisées sur la notion de partage, quels sont les canaux de partage et comment sécuriser l'information. Donc tout ça, ce sont des inconvénients, à mon avis, par rapport à l'audit interne. Mais c'était vraiment une bonne opportunité, c'était une solution durant donc, le Covid-19. Donc, pas mal de sociétés ont pu maintenir leurs certificats. Les sociétés, donc les tierces parties,
on peut s'adapter rapidement à ce changement. Et plusieurs sociétés aujourd'hui, comme l'a dit Salman, donc Abdelmalik et François, continuent à faire l'audit à distance et forcément, il y aura d'autres actions à mener pour renforcer et sécuriser l'audit interne et améliorer l'audit interne à distance ou bien l'audit tierce partie notamment. Voilà, merci. Bien, écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup. Et là, ça va m'amener à ma dernière question, qui est un peu un résumé ou du moins un amalgame de ce qu'on a discuté. Est-ce que vous préférez l'audit en présentiel, à distance ou hybride? Donc, je vais commencer par Salma. Salma, tu veux nous partager ton choix? Merci Marc. Alors pour parler de ma préférence, je vais d'abord parler des challenges pour le secteur industriel qui est un peu différent du secteur de nos chers intervenants qui est plus le secteur d'informatique et le secteur d'information et la digitalisation. Comme a déjà évoqué Abdelmalik et Bachir, dans un audit à distance, on arrive à faire un audit documentaire très satisfaisant, même si on est un peu limité à ce que le fournisseur va préparer pour l'audit. Mais pour le déroulement réel de procédés de fabrication ou de process de réalisation, on reste toujours loin de pouvoir l'évaluer à distance. Il est par exemple difficile de dire si un process de vide de ligne est vraiment réalisé, si un contrôle dans des conditions environnementales exigées est bien fait. On peut souvent demander de faire un tour virtuel ou à ce que le fournisseur nous envoie des vidéos, des photos de production en temps réel, mais ça ne remplace pas l'audit physique. Des fois, même le procédé de fabrication il est très compliqué que l'auditeur n'arrive pas à le visualiser. Et si le tour virtuel n'est pas possible, on passe l'audit à imaginer. Donc, pour moi, l'audit sur site, il permet une meilleure compréhension du process de fabrication et c'est aussi une belle expérience pour l'auditeur de découvrir à chaque fois réellement le process d'un fabricant et pouvoir le comparer avec un autre. Aussi, la communication avec les opérateurs, qui est un acteur majeur pour s'assurer de leur compréhension du process, est absente dans les audits virtuels. Donc, la communication, elle est souvent limitée aux responsables qualité ou les autres responsables de processus. Je pense que le facteur humain reste aussi un inconvénient majeur pour les audits à distance. Maintenant, pour dire quelle sera ma préférence, je pense que l'audit virtuel, on a pris du temps pour l'accepter, mais tant qu'il est là, il faut en profiter, il faut avoir du bénéfice. Donc, pour moi, la meilleure chose, c'est de faire une combinaison hybride, réelle, plutôt sur site, virtuel pour la réalisation d'un audit. Je donne l'exemple de mon point de vue en tant qu'auditrice qualité fournisseur. Si par exemple, pour un fournisseur donné, un audit est programmé d'être sur site une fois par an, on peut envisager de faire un audit sur site sur une année et en fonction des résultats observés, faire un audit à distance la prochaine année. Et dans d'autres cas, par exemple, on peut envisager de faire un audit virtuel pour tout ce qui est documentaire et de ne se déplacer que pour les processus de réalisation. Mais dans aucun cas, je ne pense que les audits à distance peuvent remplacer les audits sur site. D'ailleurs, selon les résultats observés, les non-conformités issues des audits à distance sont dans la majorité des non-conformités documentaires, ce qui montre que les audits sur site permettent d'observer de mieux la réalisation et donc de détecter des non-conformités liées à la fabrication. Et bien sûr, il est très important d'établir une relation humaine avec nos fournisseurs, ce qui est difficile à réaliser à distance. L'échange avec les fournisseurs dans les pauses, lors des audits sur site, permet de partager des informations, se prononcer sur des problèmes. L'auditeur peut observer des besoins sur la réalisation d'un QIP ou d'un EQIP. Ce sont des projets d'amélioration chez les fournisseurs et ces choses-là, on ne peut pas les toucher dans des audits à distance. Donc, la solution hybride, pour moi, est la meilleure.
Parfait, merci beaucoup. Je vais aller avec François. François, toi, qu'est-ce qui serait ta préférence? Faut être moderne, hein, donc j'irai plutôt sur l'audit hybride. La première question, c'est est-ce qu'on peut effectivement envisager l'audit à distance? Dans certains cas, non. En fait, il y a des audits de sécurité ou de gestion de la protection des données personnelles qui se font dans des industries, hein, dans des sites, alors, parfois aussi sensibles, dans lesquels, de toute façon, la connexion à distance pourrait être interdite. Donc, la question se pose à partir du moment où l'audit à distance est possible. Quand il est possible, je pense que la combinaison des deux permet de pouvoir obtenir un rendement relativement efficace en choisissant des options pour lesquelles on va pouvoir utiliser les avantages de l'audit à distance et venir sur site pour pouvoir collecter les choses. Alors, il y aura plein de combinaisons possibles, mais c'est vrai que si on est allé sur site et qu'on s'est rendu compte qu'on a pu faire l'observation transverse, on peut éventuellement ensuite envisager des actions plus ciblées avec des entretiens ciblés sur des procédures, des documents, bon, peu importe, effectivement, c'est ce qu'on voit dans la préparation de l'audit. Un point qui est très important aussi, et ça je pense que c'est la pandémie qui nous l'a amené, il faut lui rendre ça, c'est qu'en fait, alors nous on faisait comme Béchir et probablement Abdelmalek des audits à distance avant le Covid. Pour faire un audit, il faut être deux. Il y a l'auditeur, mais il y a les audités. Et effectivement, les gens n'étaient pas forcément familiers de ces outils-là, n'avaient pas forcément un naturel à les utiliser. Donc, il y a eu effectivement la pandémie et la nécessité d'avoir recours à ces audits a permis aussi à pas mal de personnes de s'habituer ou à banaliser un petit peu plus ça et donc de rendre ça, entre guillemets, plus naturel, ce qui aussi maintenant fait que il y a moins de blocage ou de pertes, on va dire, dans ce type d'événement. Et puis, comme aussi, alors moi qui suis aussi expert en normalisation, puisque tu l'as mentionné, Marc, je suis vice-convenant d'un working group au SC27, donc qui s'occupe des normes de sécurité à l'ISO, l'IEC JTC1. La tendance va aussi vers ce qu'on appelle des smart standards, donc des normes dans lesquelles on va essayer aussi de voir de quelle manière on peut les implémenter directement dans le numérique, avoir de la conformité, ce qui ne veut pas dire que le métier d'auditeur s'arrêtera, mais effectivement, il faut savoir évoluer avec son temps et tirer les avantages des solutions numériques tout en préservant la sécurité, évidemment, de ces pratiques. Merci beaucoup. Je vais aller avec Abdelmalek. Merci Marc. Donc en fait, malheureusement, je ne peux pas donner une seule réponse. Donc ça dépend en fait du type d'audit, ça dépend de la situation, ça dépend du client et de son secteur d'activité. Donc par exemple, des fois ça dépend du client où est-ce qu'il se trouve, s'il se trouve dans un pays qui est infecté par un virus par exemple, le cas du Covid. Donc ça c'est un exemple. Le deuxième cas en fait c'est le type d'audit, est-ce que c'est un audit interne par exemple? Donc en audit interne en tant qu'interne, donc j'ai toute l'année pour aller vérifier tout ce que je veux. Donc c'est pas au moment de l'audit que je vais aller vérifier le data center, est-ce que les points de contrôle de sécurité physique et environnementale sont mis en place ou pas. Donc voilà, donc je connais mon périmètre, je connais très bien les pratiques qui sont déjà en place. Pour les fournisseurs, donc si j'exerce le droit d'audit, par exemple, ça dépend du service fourni. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un outsourcing, d'un service cloud? C'est quoi ce type de service? Si par exemple, c'est un service type IaaS, donc Infrastructure as a Service, donc oui, je dois aller voir vraiment ce qui se passe là-bas et ne pas juste faire confiance aux fournisseurs. Donc, voilà. Donc, ça dépend en fait du contexte. Parfait. Et Béchir, à toi la parole. Très bien. Donc, je rejoins l'idée de l'ensemble de mes collègues par rapport, en fait, le choix. Pour moi, ça dépend. Donc, ça dépend du client, ça dépend du contexte, ça dépend de la mission. Mais généralement, il faut combiner les deux, c'est-à-dire avoir donc la partie hybride. Pourquoi? Parce que parfois, on a besoin aussi d'aller vérifier sur site. On peut réaliser en premier temps l'audit à distance. Ça nous permet d'avoir plus d'économies, ça peut avoir aussi plus de flexibilité, de couvrir plus de périmètres. Et après, donc c'est normal qu'on doit aller s'assurer de l'efficacité des mesures de sécurité en place. L'aspect aussi sur la partie audit purement à distance, parfois il y a des clients qui n'ont pas des locaux, tout simplement. Donc c'est une
société donc 100% digitale. Dans ce cas-là, donc on n'a pas besoin de se déplacer. Je rejoins donc les aides de Abdel Malik. Donc ça dépend en fait du client, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation. Je prends le cas de Covid-19, comme l'a dit tout à l'heure aussi François. Donc nous, avant, on avait cette expérience, mais on avait une situation plus précise. Donc, il fallait réagir. Donc, il faut aussi gérer le changement côté de nos clients par rapport donc des fournisseurs aussi par rapport à l'audit à distance. Mais sûrement que pour moi, je pense que l'hybride c'est la meilleure approche, mais ça dépend aussi de la situation et du client. Voilà, donc c'est ça mon point de vue. Merci énormément. Là, on va te rendre à la prochaine étape qui va être l'étape où on va passer aux questions qui vont venir comme telles de l'auditoire. Mais avant qu'on aille à la question, il y a une chose que je veux préciser. Vous savez, le rôle de modérateur, c'est un rôle qui, on ne s'implique pas beaucoup, mais on a toujours un certain niveau d'incertitude. J'avais avec moi aujourd'hui 4 experts internationaux européens et je me disais, comment est-ce que je vais gérer le temps? Bravo à vous tous, vous avez très, très bien géré le temps. Je suis très content. Donc, ça donne la chance aux gens de nous poser des questions. Donc, il y en a une comme telle qui est entrée et je vais en profiter pour la demander en premier. Et là, vous pourrez répondre un peu comme vous voulez et rajouter. La question était, souvent au niveau de l'audit, on peut sentir certaines pressions de la part du client et pas toujours des pressions positives. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre parcours d'avoir un client qui vous mettait un certain niveau de pression que vous n'étiez tout simplement pas confortable? Donc, je vais vous laisser, sans nommer de nom, bien entendu, on s'entend là-dessus. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une situation où est-ce que vous avez ressenti une pression indue de la part d'un client? Peut-être que non, c'est peut-être la question. Oui, allez-y, Abdel Malik, si tu veux commencer, ouais. après ça. Oui, en fait, oui. On reçoit ça presque, je vais pas dire tous les jours, mais presque tous les mois. Donc, des requêtes genre où sont mes données, par exemple. Ou bien, en fait, des grosses boîtes qui ont des business avec nos entreprises. Je ne parle pas de mon employeur actuel, mais dans le passé. Et donc, en fait, ils veulent vraiment aller fouiller où sont leurs données, est-ce qu'ils sont bien chiffrés, est-ce que, alors qu'ils étaient un peu mis à côté des documents d'autres clients. Et du coup, en fait, donc, tu sens vraiment un peu de pression de la part du client qui est puissant, qui a un gros budget, qui a un grand marché. Donc, du coup, ça met mal à l'aise. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, chaque mission, donc, on a de la pression. Donc, ça, c'est sûr. En tant qu'auditeur, on subit ça. Mais il faut savoir aussi gérer les situations. Il faut savoir aussi absorber ce stress. Comment aussi gérer les situations, parce que c'est le rôle aussi de responsable de l'audit, c'est de gérer donc les conflits ou bien le stress. Donc, parfois, on comprend très bien. En termes d'auditeur interne, parce que de ma part, donc chez ACG Cybersecurity, on a la prestation d'audit externalisée pour un certain nombre de nos clients. Lorsqu'ils subissent surtout l'audit de surveillance, l'audit de renouvellement, donc toujours il y a le stress, il y a donc l'envie de maintenir et de renouveler donc le certificat. Voilà, donc je ne me suis pas mis de l'autre côté encore, pas encore en tant que tierce partie. Je ne sais pas si François ou bien Salma, ils ont d'autres expériences. Moi, je répondrais, mais du côté ou bien du point de vue client, parce que moi, je suis le client et j'effectue des audits pour nos fournisseurs. Je pense que c'est normal, c'est tout à fait normal d'effectuer une pression lors des audits, que ça soit à distance ou bien sur site. Et le fournisseur, il est bien conscient que lors d'un audit client, il va être mis sous pression, la pression de répondre à toutes les exigences et de présenter des évidences, mais tout en respectant le plan d'audit et dans un temps vraiment avec beaucoup de rapidité. Mais je ne pense pas que cette pression doit se voir d'un point de vue négatif. C'est cette pression-là que nous, en tant que clients, vont effectuer sur nos fournisseurs, cette pression-là qui va permettre de voir une amélioration continue de fournisseurs et qui va permettre aussi aux fournisseurs d'être toujours en veille
réglementaires et on veille pour répondre aux exigences normatives et aussi de nos exigences clients. Merci. Est-ce que François, tu voudrais ajouter quelque chose? Alors, oui, je vais être bref, je te rassure. Bon, moi, je fais des audits de certification depuis 2008 sur 27001. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'auditeurs et il y avait effectivement pas forcément beaucoup d'audits, donc pas mal d'enjeux dans ce type d'audit, puisqu'il y avait des attentes des clients pour des audits tierces parties. La pression que ressent l'auditeur, c'est la pression du temps. C'est finir sa mission, avoir couvert son référentiel, avoir compris, avoir trouvé des choses, etc. Donc, mais la pression, généralement, l'auditeur junior se la met lui-même et l'auditeur senior va plutôt effectivement s'efforcer de suivre le temps, de faire des arbitrages, de choisir et de se faire confiance. Et puis parfois de laisser un petit peu le destin se faire, de laisser les auditer aussi expliquer des choses, etc. Donc je pense que le côté auditeur, plus on avance, c'est peut-être l'âge qui fait ça, mais on a confiance dans ces techniques et on sait à partir de quand on veut reprendre la main. Et quand on veut reprendre la main, il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de pression. On est auditeur, il n'y a que nous qui pouvons réaliser la mission. Alors c'est vrai que il peut y avoir des enjeux qui sont de nature différente quand on est en audit interne et en audit de certification. Mais même en audit de certification, quand les auditeurs ont compris qu'en fait, vous n'êtes pas à chercher la petite bête, mais que vous ne laisserez pas passer quelque chose qui ne peut pas passer parce que ça fait partie de l'exercice, ça peut se faire de façon détendue. Et si jamais, effectivement, de l'autre côté, bon, puisqu'on est plusieurs, il n'y a pas forcément, il y a des dégradations de l'atmosphère ou de respect. J'ai plein d'anecdotes que je pourrais raconter, c'est pas l'objet, mais on sait expliquer qu'en fait, ça peut continuer de se passer sympathiquement en étant rigoureux, ou ça peut effectivement être plus compliqué, mais que c'est pas nous qui allons faire le choix. Ça nous empêchera en tout cas pas d'avancer. Ça, c'est des choses effectivement qu'on gagne avec l'âge, comme aussi, enfin l'expérience, pas forcément l'âge, ça vient avec, mais on peut être très expérimenté et jeune. Hein. Chez Trax, on a des jeunes auditeurs qui ont déjà pas mal d'expérience, en particulier sur les audits à distance, et aussi, on va dire, la capacité à trouver des techniques parfois un peu innovantes mais fiables pour recueillir des informations, y compris à distance, puisqu'effectivement, on a eu quelques exemples où il y a des choses qu'on peut imaginer possibles et qui permettent malgré tout d'avoir confiance sur le fait que ce qu'on a vu est probant. Merci beaucoup à vous quatre pour votre intervention. J'ai une autre question qui vient de l'auditoire qui dit, pour des interventions aux États-Unis et au Canada, est-ce que ces audits à distance ne trouvent pas des difficultés d'implémentation au regard de la loi SOX? Que quelqu'un veut répondre à cette question? Alors moi, j'en ai fait à distance et sur site. Maintenant, alors j'essaie de comprendre en fait quel peut être. Nous, moi, je ne fais pas d'audit par rapport à Sarbanes-Oxley. Il peut y avoir des choses qui sont liées à tout ça. Pour moi, les seuls soucis, c'est effectivement la validation, on va dire, des contraintes, enfin de l'acceptation des conditions et des modalités sur lesquelles les audits se font. Donc après, pour moi, ça dépend vraiment de l'audit. Moi, dans les audits qu'on a pu faire, je veux dire, si les conditions sont acceptées, si on a mis en place ou respecté les outils qui sont retenus par le client, après, est-ce qu'on parle d'une société américaine ou d'une filiale américaine d'une boîte européenne, puisque j'ai aussi plusieurs hypothèses. Moi, je ne sais pas détailler si on ne précise pas plus le contexte, mais pour moi, ça ne change pas forcément grand-chose si on a bien préparé tous les éléments et qu'on s'est assuré qu'on est bien dans les conditions de réalisation nominales ou légales ou acceptées d'un audit à distance. OK. Parfait. Si quelqu'un aimerait rajouter, sinon je vais passer à la prochaine question. J'essaie d'en faire le plus possible. Donc, Abdelmalek, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ou... J'ai pas d'expérience, franchement, avec les États-Unis et le Canada en termes d'audit. Mais en fait, je pense qu'il y aurait juste un petit souci par rapport au transfert des données d'audit suite à l'arrêt Schrems, par exemple. Donc, il faut vraiment veiller à tout ce qui est contractuel entre le client et l'auditeur. OK. Merci beaucoup. J'ai une autre question qui me dit, est-ce qu'un audit ne concerne pas tous les employés d'une entreprise? Si oui, si on fait un audit à distance, comment va-t-on procéder?
Donc, ça va être intéressant parce que je pense qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension jusqu'à un certain point. Donc, je vous laisse la chance de… Peut-être Béchir, tu sembles démontrer un intérêt. J'ai pas bien saisi la question. Tu peux répéter, okay. Parfait. Est-ce qu'un audit ne concerne pas tous les employés d'une entreprise? Et si oui, si on fait un audit à distance, comment est-ce qu'on va procéder? Effectivement, de toutes les façons, lorsqu'on a un audit, ça dépend du périmètre de l'audit, ça dépend aussi des entités à auditer. Bon, l'audit à distance, forcément, donc il y a une organisation, donc il y a un échange avec le responsable je parle le cas de l'SMSI, par exemple de la 27001 ou bien de la SMCL de la 22301. Donc il y a bien sûr le périmètre à cerner, les intervenants qui seront audités. On se met d'accord sur les personnes interviewées, donc on va faire aussi fixer le plan d'audit. Forcément, donc on va faire l'interview avec le responsable du process ou bien de l'activité. Et en cas de besoin, donc nous, on va demander soit qu'on va rencontrer d'autres personnes pour pouvoir vérifier donc l'efficacité des processus et des mesures de sécurité. On essaie toujours donc de s'adapter, mais forcément, on ne va pas auditer donc tous les employés. Ça dépend du périmètre de la certification. Comme vous savez, l'audit aussi se base sur l'échantillonnage. Donc, on ne va pas aussi auditer l'ensemble des personnes de la DSC. Donc, on va procéder par l'échantillonnage et on essaie, durant tout le cycle de l'audit, de couvrir le maximum d'échantillonnage et auditer le maximum des personnes. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'un des trois autres intervenants aimerait peut-être enchérir ou ajouter? Un petit point là-dessus. En fait, pour moi, de toute façon, on a un plan d'audit à préparer dans un audit sur site. On a un plan d'audit à préparer quand on fait un audit à distance à 100% et aussi dans un audit hybride. Donc, la question, elle supposerait qu'en fait, on ne peut pas interroger d'autres personnes que celles qui sont prévues au plan. Bon, moi, sur des audits sur site, ça m'est déjà arrivé d'interroger des personnes que je croise ou qui n'étaient pas forcément prévues, du moment qu'on leur demande s'ils sont d'accord pour répondre ou de produire des éléments ou de réponses. À distance, il est tout à fait possible aussi à un moment justement de tomber sur, je sais pas, quelqu'un qui s'occupe d'un ticket, d'un projet, de dire est-ce qu'on pourrait échanger rapidement avec cette personne, est-ce qu'elle est disponible avec les moyens techniques, ça peut être soit immédiatement, on n'est pas obligé de dire pourquoi, on n'est pas obligé de dire quelle question on va poser, donc on peut ménager un suspense sans forcément, on va dire, torturer les gens. Donc là encore, comme dit Béchir, on est sur un principe d'échantillonnage, donc on peut trouver une façon d'apporter un petit peu de surprise et du coup de se dire que tout n'est pas forcément prévu, donc on couvre un peu plus le périmètre en fonction de l'inspiration du moment ou des sujets qu'on voit, mais toujours dans le respect des audités, sans non plus leur demander de s'exécuter forcément immédiatement, mais il y a des techniques pour obtenir ce qu'on souhaite et pouvoir se dire que tout n'est pas planifié à l'avance. Parfait. L'autre personne qui veut intervenir, sinon je passe à la prochaine question. Moi, en fait. Alors, juste ajouter que justement, la question, c'est l'un des challenges des audits à distance, c'est que l'audit à distance devient un audit uniquement pour les responsables qualité et pour les chefs de chaque processus, alors que l'audit, normalement, c'est un audit pour tous les employés et c'est très limité, on n'arrive pas à toucher ça dans les audits à distance. Pour moi, en fait, ouais. Alors, en fait, je rejoins François et Béchir en tout ce qui est ISO 27001, je suis d'accord. Bien sûr, Selma aussi. Donc, pour répondre rapidement, donc, le SMSI, bien le système de management, il concerne tous les employés, mais pas l'audit. Donc, l'audit, il a ses interlocuteurs, bien sûr. Mais en fait, on doit faire la police aussi. Ça, c'est dans le cadre d'un audit de certification, bien dans le cadre d'un audit d'un système de management particulier. Mais quand c'est la police qui fait l'audit, c'est pas la même chose. Vous voyez. Donc, par exemple, suite à un incident, il y a un audit qui se fait. Donc, peut-être qu'on a intérêt à interroger quelqu'un au pif qui passe dans le couloir et l'interroger par rapport, par exemple, à l'awareness, à la sensibilisation, par exemple. Donc, pour moi, en fait, dans ce point-là particulièrement, je pense que c'est une limitation des audits à distance. Parfait. Écoutez, il nous reste 4 minutes. Je vais prendre une question. Je vais demander à un de vous quatre d'y répondre, celui ou celle qui va se sentir le plus à l'aise. La question est,
quelles sont les dernières recommandations de l'IAF pour les audits à distance? Je ne sais pas s'il y a une personne qui se sent très confortable plus qu'une autre. Une fois. Je ne suis pas experte de l'IAF, donc je ne peux pas apporter beaucoup d'informations sur cette question. Okay. On peut peut-être noter et répondre par la suite à l'audience. OK, parfait. Oui, c'est ce qu'on va faire. Parfait. Donc, on va vous répondre comme tel à l'audience. Par là, on va voir un peu aussi le niveau de détail que vous recherchez. Donc, si vous pourriez me le laisser savoir. La MD4, le Mandatory Document 4 donc l'IAF, c'est l'International Accreditation Forum, c'est le regroupement des organismes d'accréditation mondiaux. En fait, ils ont précisé dans le cadre de ce document, en fait, quels sont les contextes dans lesquels on peut effectivement réaliser les audits à distance et dans lesquels, a priori, on ne peut pas forcément les faire. Donc, il y a notamment des audits qui sont listés comme ne pouvant pas être réalisés à distance. Dans l'automobile, l'IATF, l'IRIS, c'est du ferroviaire. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ce n'est pas possible et ils sont forcés d'apporter des précisions sur dans les types d'audits de système de management, donc ce qui peut être plus ou moins auditable à distance, puisque effectivement, eux sont responsables de fixer des règles pour les audits de tierces parties pour qu'ils soient effectivement crédibles et de confiance. Donc, c'est eux qui ont la prérogative pour apporter des éléments sur l'utilisation de ces techniques sans non plus aller trop loin, on va dire, dans le recours à ces techniques. Voilà, et donc, dans le cadre du Covid, ça a été, c'est des documents qui ont dû être beaucoup lus ou relus ou utilisés par les organismes de certification pour spécifier aux auditeurs. Alors, les auditeurs ne sont pas forcément tous au courant de ces documents-là, puisqu'en fait, ce sont les organismes de certification qui récupèrent ces textes de référence de leur organisme d'accréditation. Eux ont pour charge de fournir à leurs auditeurs la manière dont ils souhaitent qu'ils prennent en compte ces choses-là, ou tout simplement leur expliquer quels audits seront faits à distance ou pas à distance. Voilà, en espérant que la réponse satisfera la personne qui a posé la question. Bien, écoutez, on arrive à la fin, donc je tiens à vous remercier, à vous tous, chers membres du panel. Vous êtes des experts dans votre domaine, vous êtes définitivement passionnés, mais surtout passionnants. Donc, merci beaucoup. On aurait pris encore plus de votre temps. C'était vraiment intéressant. Merci pour vos interventions. Merci pour le fait que vous soyez optimiste encore en disant, bien, peu importe ce qui nous attend à l'avenir, on va toujours s'adapter. Et je pense que ça, c'est une des plus belles qualités qu'un auditeur peut avoir, cette capacité d'adaptation. Donc, merci énormément. Sur ça, bien, je vais vous souhaiter à vous tous qui avez participé avec nous aujourd'hui à la présentation, je vais vous souhaiter bonne continuation de carrière en audit pour ceux qui sont déjà dans une carrière d'audit et pour ceux qui vont peut-être avoir pogné la piqûre et décider de se lancer, mais je vous souhaite d'avoir une très belle carrière passionnante dans ce domaine parce que vous savez, l'audit, on a souvent eu des idées très préconçues. On voyait un auditeur comme quelqu'un qui venait nous réprimander. Et de plus en plus, je peux vous dire que les auditeurs sont vus comme étant des gens qui apportent une plus-value. On le voit comme quelqu'un de positif, beaucoup plus que quelqu'un de négatif qui peut-être était fait sur des idées préconçues du passé. Donc, merci beaucoup. Donc, en mon nom personnel ainsi qu'au nom de PSCB, on vous souhaite passer une très belle fin de journée et au plaisir de vous revoir sur un prochain panel en pouvant nous partager encore votre passion et tout en étant aussi passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Marc. À tous les collègues et je vous souhaite bonne continuation. Merci, au revoir. Juste au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.